Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul, déjà rendue au 11 juillet, une séance estivale. Pour débuter, je vais demander à madame, c'est vrai, on se déshabitue de la routine, donc je vais demander à madame Ménard du service du greffe, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Donc, avis vous est par les présentes données qu'une séance ordinaire se tiendra lundi le 11 juillet à compter de 19 h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget à Baie-Saint-Paul, dans la salle du Conseil. Les sujets traités seront alors les suivants: ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, en D, dans la section règlement, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-18, rang Saint-Antoine-Sud, suivi de son adoption. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-19, rang Saint-Flavien, suivi de son adoption. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-20, située sur la route 362, suivi de son adoption. En 7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-21 pour le 41 chemin Sainte-Catherine, suivi de son adoption. En 9, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-22 pour la rue des Fougères. En 10, adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2022-22. En 11, adoption finale du règlement R 810-2022 ayant comme objet de modifier certaines dispositions relatives à la location touristique comprises dans les règlements de zonage et des permis et certificats. En 12, adoption finale du règlement R 812-2022 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015 afin de préciser les zones autorisant l'hébergement de type établissement de résidence principale. En 13, consultation publique portant sur le premier projet de règlement R 813 ayant comme objet de modifier le règlement de zonage et de lotissement pour permettre certains projets dans les secteurs Raymond-Mailloux et Ambroise-Fafard d'ajuster une disposition relative à l'entreposage saisonnier et de modifier la disposition relative à la création d'un terrain en zone de forte pente. 14, adoption du second projet de règlement R 813-2022. En 15, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R 816-2022, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015, dans le but d'autoriser et régir l'utilisation de conteneurs de transport intermodal en tant que bâtiment complémentaire d'entreposage dans certaines zones. 16, adoption du premier projet de règlement R 816-2022. En 17, avis de motion d'un projet de règlement de concordance qui portera le numéro R 817-2022, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015, dans le but de mettre à jour le cadre normatif relatif aux zones exposées à des risques de mouvement de terrain. En 18, adoption du projet de règlement R 817-2022. 19, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 815-2022, ayant pour objet de modifier les articles 3, 8 et 21 du règlement R 782-2021 pour le programme de rénovation Québec PRQ. En 20, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 819-2022, modifiant le règlement R 809-2022 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 420 000 pour le projet d'agrandissement et de mise aux normes de la caserne incendie. 21. Avis de motion et dépôt d'un projet qui portera le numéro R 818-2022 ayant pour objet de modifier le règlement R 659-2016 portant sur le stationnement afin d'y interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue Forget. 22. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 820-2022 ayant pour objet de réglementer les heures d'opération des carrières sablières et gravières. Dans la section résolution, administration et législation, en 1, travaux publics, réorganisation du service. En 2, maison mère, avance de fonds jusqu'au 30 septembre 2022. En 3, OMH demande d'ajout d'unité PSL d'urgence.
En 4, demande à la Régie des alcools, domaine Belle-Plage. 5, Assurance générale de la ville, ajout. Dans la section sécurité publique, en 6, installation du réservoir d'eau pour la protection incendie au domaine Charlevoix, adjudication de la soumission. En 7, projet d'agrandissement de la caserne, convention d'aide financière, autorisation de signature. En 8, renouvellement de l'entente COCA. Voirie et hygiène du milieu. 9, réaménagement des espaces au garage municipal, décret supplémentaire. 10, regroupement d'achat de l'UMQ, produits chimiques pour le traitement des eaux. En 11, achat de poteaux pour la mise en place des arrêts pour la mobilité collective de Charlevoix. En 12, achat d'un camion, libération de la retenue. En 13, restauration du site de dépôt de l'équerre. Dans la section urbanisme et mise en valeur du territoire, projet du pavillon du Saint-Laurent, demande d'extension pour la reddition de compte, signature de l'avenant. En 15, citation d'un bâtiment 162 rang Saint-Jérôme. 16, subvention PRQ 278 rue Saint-Jean-Baptiste, autorisation de paiement. Dans la section loisirs, parcs et culture, travaux à l'Arena avenant 1 à 3. En 18, renouée japonaise, mandat. Affaires nouvelles, délégation, mission reconnaissance à Arcachon. Correspondance, lecture des comptes de 25 000 et plus, adoption des comptes du mois de juin. Période d'intervention des membres du conseil, questions du public, levée ou ajournement de la séance. Merci, Mme Ménard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Boilly. Est-ce que c'est appuyé par M. Ménard? Maintenant, dans la section règlement 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-18, Laurent Saint-Antoine-Sud. Donc, c'est une demande de dérogation mineure là, qui, pour nature, d'autoriser la construction d'un garage privé isolé de 111 mètres carrés, alors que la superficie maximale prescrite pour un garage privé isolé à l'extérieur du périmètre urbain est de 85 mètres carrés. Autoriser l'implantation d'un bâtiment complémentaire, garage privé isolé en cours avant, dans la portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain, et la projection du bâtiment d'habitation jusqu'à ce que cette ligne, alors qu'il y a interdiction. On nous dit dans les considérants que la superficie de 49 531,6 m² est par conséquent un très grand terrain pour un projet de construction d'une habitation unifamiliale là, dans ce secteur, que le terrain aussi est situé à l'extérieur du périmètre urbain et que l'implantation projetée du garage privé isolé est à environ 365 mètres du rang Saint-Antoine-Sud et que le garage sera peu visible de la voie publique et que l'adoption de cette dérogation là, ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Donc, le comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'adopter cette dérogation. On est en consultation publique. Est-ce qu'on avait reçu des commentaires? Non. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voulaient s'exprimer sur cette demande? Non. Donc, je vais clore cette période de dérogation. Je vais demander au conseil si on est prêt à adopter le tout. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. C'est proposé par M. Duchesne. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. C'est appuyé de M. Boilly. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-19, c'est pour Laurent Saint-Flavien. Excusez, c'est une demande de dérogation mineure là, qui a pour nature d'autoriser la construction d'un refuge en milieu boisé hors périmètre urbain sur un terrain d'une superficie de 1,3 hectares, alors que la superficie minimale prescrite est de 5 hectares. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que le terrain ne possède pas la superficie minimale requise pour permettre la construction d'un refuge dans une zone forestière. Le terrain a seulement le quart de la superficie minimale exigée, que par conséquent, la demande de dérogation n'est pas mineure. Et l'acceptation de la dérogation, le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que si le conseil allait de l'avant, qu'on pourrait créer un précédent pour d'autres demandes similaires dans le futur. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de refuser la présente demande. On est en consultation publique. Est-ce qu'on avait reçu de la correspondance à ce niveau-là? Non. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer sur cette demande? Négatif. Donc, je clôt la période de consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à aller de l'avant. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de cette résolution? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je vais le proposer. Tel que proposé par le CCU? Yes.
D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appuie? Je vais l'appuyer. C'est appuyé par Mme Bouchard. Je demande le vote. Demandez le vote. Est-ce que vous voulez vous exprimer, M. Duchesne? Toujours, bien sûr, quand je demande le vote, c'est parce que Allez-y. j'ai quelque chose à dire. Ici, on parle d'un refuge sur une qui va avoir... Plus près de votre micro, je pense. Excusez. On parle ici d'un refuge qui va avoir 16 pieds par 16 pieds, soit 31 mètres carrés à peu près, sans eau et sans égout. C'est un terrain de 13 000 mètres carrés. Un refuge, ça a 31 mètres carrés, ce qui représente à peu près 4 du terrain occupé au sol. C'est un lot non enclavé, adjacent en plus à un chemin public, le chemin Saint-Flavien. Il aurait eu le droit, ce monsieur-là, de construire une habitation principale parce qu'il est hors du milieu urbain et la superficie exigée pour construire une habitation hors du périmètre urbain pour une maison, c'est 5 000 mètres carrés. Donc lui, il en a 13 000 mètres carrés. Pour moi, j'ai de la difficulté à reconnaître le rationnel qui a été adopté au CCU pour refuser une telle demande. En plus, je félicite et je salue la bonne foi du demandeur. Au pire, je sais que ça va passer au vote. Ce monsieur-là, il s'installera à peu près comme tous les autres qui se voient refuser un refuge ou une habitation, une belle roulotte sur sa propriété qui ne rapportera aucune taxe à la ville. C'est mon commentaire et moi je pense qu'on aurait dû respecter la demande du demandeur parce qu'un refuge, c'est pas une maison, c'est une petite propriété habitable pour fin de chasse ou de pêche. Merci, M. Duchesne. M. Boily, comme vous êtes le proposeur de la résolution, vous êtes le proposeur, est-ce que vous aimeriez vous exprimer? Juste vous dire peut-être que ça serait... Ce que M. Duchesne, c'est parfait, très bien. Maintenant, il faut quand même penser à une espèce d'organisation. Si on commence ça avec ce genre de terrain-là et ce genre d'habitation-là, on n'a pas fini. Là. Tout le monde va vouloir en avoir une. Puis ça, je pense que c'est d'abord ce que le CCU a vu dans ses commentaires et dans son organisation. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer avant le vote? Oui, Monsieur Fizette, allez-y. Oui, merci. Pour ajouter que pour reconstruire un refuge, il n'y a aucune loi, soit dit en passant, qui interdit ça. Alors, même il y a des lois qui permettent d'ajouter des refuges sur des lots d'ampleur. L'est-il ou ne l'est-il pas? Je pense que c'est là qu'est la question. Puis le commentaire de M. Duchesne est fait force quant à moi. Les principaux arguments qui auraient été retenus, c'était pour éviter que d'autres citoyens, dans une situation semblable, puissent en arriver à faire de telles demandes. Mais dans le fond, un refuge, faut bien s'entendre, c'est un lieu où, pour échapper à un danger, c'est un lieu où on rassemble des personnes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de cuisine qui se fait là, c'est un camp, c'est une cabane. Alors, moi, j'appuierais M. Duchesne là-dedans. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Non. Donc, ceux et celles qui sont en faveur d'autoriser, ceux qui sont en faveur d'y aller là, avec l'adoption telle que proposée par le comité consultatif d'urbanisme. Oui. Donc, M. Boily, Mme Bouchard, M. Ménard, ceux maintenant qui sont en faveur d'y aller tel que le requérant le propose. Donc, c'est 3-3. Donc, je vais voter et je vais y aller là, en fonction là, de permettre que la personne puisse mettre en place son refuge. Maintenant, on est rendu au point 4. Non, 5. C'était-tu correct? C'était M. Duchesne et c'était appuyé par M. Fizette. Maintenant, au point 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-20
pour la route 362. Donc, la nature de la demande est d'autoriser la création d'un lot partiellement enclavé à l'extérieur du périmètre urbain avec frontage sur rue de 11,72 mètres sur toute sa profondeur, alors que les lots partiellement enclavés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre urbain avec frontage sur rue d'une largeur minimale de 4,6 mètres sur toute sa profondeur. Considérant les raisons qui sont évoquées par le requérant, là, que le demandeur utilise les dimensions maximales permises du lot, un terrain là, qui appartient là, aux parents du demandeur pour désenclaver le terrain. Si le terrain n'est pas désenclavé, le projet de construction d'une habitation unifamiliale avec garage privé isolé est interdit puisque le chemin du Grand-Duc n'est pas cadastré et n'est pas reconnu conforme par le conseil municipal. Que pour rendre le chemin du Grand-Duc conforme, une opération cadastrale touchant plusieurs propriétés est requise, engendrant des frais supplémentaires aux demandeurs, considérant que le refus de la dérogation mineure créerait un préjudice sérieux aux demandeurs, puisque celle-ci a fait une promesse d'achat au propriétaire actuel, que le lot 4001-351 possède une superficie de 18 386,8 mètres carrés, superficie suffisante pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale avec garage privé isolé, considérant que la largeur minimale sur rue pour un terrain partiellement enclavé est de 4,6 mètres et que le terrain, suite à l'opération cadastrale, aura plus que le double de cette largeur minimale sur le terrain Sainte-Catherine et que la dérogation mineure aussi, là, si elle est adoptée, ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'accorder cette dérogation. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'on avait reçu des commentaires à ce niveau-là? On n'avait aucun commentaire? D'accord. Est-ce qu'il y a des gens ce soir ici qui aimeraient se faire entendre relativement à cette demande? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à adopter le tout. Donc, M. Besson propose l'adoption et c'est appuyé de M. Ménard. Donc, le tout est adopté. Maintenant, en point 7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-21, c'est le 41 chemin Sainte-Catherine. C'est une demande de dérogation mineure qui a pour but d'autoriser pour le lot 4001-354 une opération cadastrale, alors qu'il y a interdiction à l'intérieur d'un corridor d'une profondeur de 50 mètres, mesuré de part et autre de l'emprise de la route 362, située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Autoriser la création d'un terrain d'une profondeur moyenne de 44,9 mètres, alors que la profondeur minimale prescrite pour un lot non desservi contigu à la rive d'un cours d'eau est de 75 mètres. Autoriser la création d'un terrain d'une profondeur moyenne de 55,8 mètres, alors que la profondeur minimale prescrite pour un lot non desservi contigu à la rive d'un cours d'eau est de 75 mètres. Considérant que les raisons qui sont invoquées par le requérant, à savoir que les 2 nouveaux terrains créés sont destinés pour la construction de résidences unifamiliales pour les membres de sa famille et que le ministère des Transports du Québec a déjà donné son autorisation pour la création des entrées sur la route 362. Considérant que les terrains créés auront plus que la superficie minimale de 4000 m² et ne rendront pas le lot non conforme. Considérant que les terrains créés auront plus que la largeur minimale sur la route 362 qui est de 50 mètres, le comité consultatif nous recommande d'accorder la demande de dérogation mineure. Est-ce que nous sommes en consultation publique? Est-ce que nous avons eu des commentaires? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient s'exprimer sur cette demande? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander si on est prêt à adopter le tout. M. Besson propose. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? M. Duchesne. Donc, cette demande est adoptée. En 9, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-22 pour la rue des Fougères. Donc, la demande de dérogation mineure a pour effet de demander d'autoriser pour la création d'une rue locale une emprise d'une largeur de 10,5 mètres, alors que la largeur minimale prescrite de l'emprise d'une rue locale est de 12 mètres. Autorisé pour la création de 6 terrains. Le terrain 1, 2, 8 et de 8 à 11, des lots dont la profondeur est de 27,56 mètres, alors que la profondeur minimale prescrite est de 29 mètres. Autorisé pour la création de 2 terrains, le terrain 12 et le terrain 13, des lots dont la profondeur est de 27,55 mètres, alors que la profondeur minimale prescrite est de 29 mètres. Autorisé pour la création d'un terrain
intérieur situé sur la ligne extérieure d'une courbe, le terrain numéro 3, un lot d'une largeur de 10,80 mètres alors que la largeur minimale prescrite est de 15 mètres. Autorisé pour la création d'un terrain intérieur situé sur la ligne extérieure d'une courbe, le terrain 6, un lot d'une largeur de 11,48 mètres alors que la largeur minimale prescrite est de 15 mètres. Autorisé pour la création d'un terrain intérieur situé sur la ligne extérieure d'une courbe, le terrain numéro 7, un lot d'une largeur de 10,88 mètres alors que la largeur minimale prescrite est de 15 mètres. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que la demande vise à permettre la continuation d'un projet de quartier résidentiel sur le site du domaine des Marguerites, que le projet de développement a été initialement accepté en 2011, donc ça fait quand même un petit bout de temps, par la Ville, et que l'offre résidentielle au sein du périmètre d'urbanisation va être augmentée. On parle de 13 lots pour 21 unités résidentielles, et le projet là, avait déjà obtenu là, les dérogations mineures requises là, dans le passé, et que l'option d'aller en modification réglementaire a été écartée là, par le requérant en raison là, du délai important en termes de temps qui est nécessaire pour aller en modification. Donc, le comité consultatif d'urbanisme nous recommande aussi là, d'aller de l'avant avec cette demande. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que nous avions eu des commentaires? Non. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui veulent s'exprimer sur cette demande? Non plus. Donc, je clôt la période de consultation publique. Est-ce que nous sommes prêts à aller de l'avant? Madame Bouchard, vous proposez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Monsieur Ménard. Donc, cette demande est adoptée. En point 11, adoption finale du règlement R 810-2022 ayant comme objet de modifier certaines dispositions relatives à la location touristique comprises dans les règlements de zonage et de permis et certificats. Donc, c'est un projet réglementaire qu'on a là, dans nos cartons déjà depuis plusieurs mois. On est déjà à la dernière étape ce soir, là, qui est l'adoption finale. Il y a eu l'avis de motion, le premier projet de règlement. Il y a eu par la suite la consultation publique avec le second projet. Et ce soir, on est à l'adoption finale. Donc, l'état de situation là, de la location touristique a fait quand même l'objet d'une grande analyse de la part là, du conseil municipal et aussi du service d'urbanisme. Il y a des promoteurs aussi là, qui sont connus, que ce soit le domaine Charlevoix ou encore Horizon Boisé, qui se sont exprimés et qui ont envoyé là, une analyse là, au conseil avec des demandes. Par la suite, je crois qu'on a quand même fait notre travail comme législateur et ce soir, là, on vient faire en sorte là, de restreindre le nombre de permis officiellement sur le territoire. Il n'y aura pas de permis supplémentaire qui va être octroyé là, sur le secteur urbain, là, quand je pense surtout la rue Sainte-Anne, rue Saint-Jean-Baptiste. Pour le secteur des Marguerites, il y avait des décisions qui avaient été prises dans le passé. On va les honorer, donc on va respecter les engagements qui avaient été pris ultérieurement. Sinon, il y a quand même là, des permis supplémentaires qui vont être octroyés, mais à l'intérieur du nombre maximal. Là, on parle de 10 supplémentaires pour le domaine Charlevoix et 10 là, pour le secteur de l'horizon Boisé. C'est vraiment là, à l'intérieur du nombre total. Et lorsqu'il va y avoir d'autres demandes qui vont être octroyées là, dans le secteur urbain, mais il va falloir que quelqu'un retire son permis et qu'il y en ait un autre qui soit octroyé. C'est pas un signal négatif envers le tourisme non plus. Les touristes sont toujours bienvenus à Baie-Saint-Paul. Cependant, en matière de qualité de vie, le conseil est très sensible et il faut aussi que les gens qui habitent Baie-Saint-Paul à l'année ne soient pas là, ne soient pas, comment je peux dire ça, qu'il n'y ait pas là, de conséquences à ce niveau-là, que les gens là, subissent certaines conséquences. La qualité de vie, le vivre ensemble, c'est un concept qu'on doit travailler tout le monde ensemble. Et ce soir, là, je suis bien heureux d'être rendu à la dernière étape de ce processus législatif. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Je vais le proposer. C'est proposé par M. Ménard et M. Besson. Vous voulez seconder? Parfait. J'aurais juste un commentaire à rajouter, si vous me le permettez. Oui, allez-y. C'est que le règlement en question fait force de loi, c'est sûr. Mais pour le Conseil, tout n'est pas terminé. Il s'agira au fur et à mesure à ces développeurs-là qui auront des projets futurs, de les ramener au Conseil et ils seront réévalués à nouveau. Donc là, on octroie une partie pour les territoires concernés et c'est pas une fermeture totale, complète. On évaluera le Conseil, si j'y suis encore ou un autre, à la pièce, les demandes des divers promoteurs.
En effet, c'est clair que lorsque le conseil adopte une position, un prochain conseil ou même le conseil actuel a toujours le loisir de revoir sa position dans un futur. Cependant, je crois que de se loger sur le territoire actuellement, c'est pas toujours facile. On le voit même au niveau du CIUS de la capitale nationale, il y a des professionnels du réseau de la santé, des services sociaux qui ont dû rebrousser chemin, qui avaient un emploi, mais qui malheureusement n'ont pu venir s'établir ici en raison qu'ils n'ont pas trouvé de logement, que ce soit en appartement, que ce soit une maison. Donc, je trouve ça quand même inquiétant. Et on va en parler. Là, le prochain, c'est tout ce qui touche là, le fameux BNB, l'Airbnb. Mais c'est quand même, moi, je vois des résidences ou encore des appartements qui ne sont pas loués parce qu'on en fait des résidences de touristes. Mais je trouve qu'on perd de la main-d'œuvre aussi pour nos entreprises. Fait que, je trouve ça déplorable, malheureusement. Mais effectivement, tout comme M. Duchesne l'a mentionné, ultérieurement, toute législation peut se modifier. On le voit aussi en matière de politique provinciale. Lorsqu'il y a un gouvernement qui change sur la colline parlementaire à Québec, mais il y a des choses que l'ancien gouvernement avait adoptées que l'autre gouvernement décide de changer. Donc maintenant, en 12, adoption finale du règlement R812-2022 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin de préciser les zones autorisant l'hébergement de type établissement de résidence principale. Ben, c'est un petit peu le même principe qu'on a fait. Là. C'est comme avec le précédent règlement. On travaille ça déjà depuis quelques mois. Et il y a eu des consultations publiques et aussi il y a eu l'avis de motion, tout cela. Et également dans le respect là, de la procédure, puisque dans ce type de procédure et pour respecter là, l'article 21-1 de la loi sur les établissements d'hébergement touristique, la Ville a tenu un registre là, le 7 juillet dernier et il y a eu absence de signature à cet effet. Et ce qu'on vient faire avec ce type de résidence, c'est qu'on vient les traiter de la même façon qu'on traite les résidences de touristes. Le gouvernement du Québec a fait une loi qui encadre ça, mais la loi, on ne peut pas être moins sévère que la loi. Ça serait difficile parce que la loi a très peu de mordant, comme on dit, mais on peut être plus sévère que la législation provinciale. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est le même traitement qu'une résidence de location touristique. Donc, si moi, je veux faire de l'Airbnb dans ma résidence, ben, je dois avoir l'autorisation de la Ville avant d'avoir le permis là, au niveau provincial. Et nous, le permis de la Ville va être donné. Il faut qu'il y ait aussi des permis encore disponibles. Si dans ma zone, il n'y a pas de permis disponible de résidence de tourisme, ben, je ne peux pas faire non plus d'Airbnb. Pour que le service d'urbanisme donne son aval, il faut qu'il y ait encore des permis qui soient disponibles dans la zone auquel j'habite. Donc, c'est de cette façon-là que le tout sera traité à Baie-Saint-Paul. Donc, bien satisfait aussi ce soir qu'on en arrive à la dernière étape du processus législatif. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Je vais le proposer. Proposé par Mme Bouchard, est-ce que c'est appuyé? Je vais le seconder. Par M. Ménard. En 13, consultation publique portant sur le premier projet de règlement R813-2022 ayant comme objet de modifier les règlements de zonage et de lotissement pour permettre certains projets dans les secteurs Raymond-Mailloux et Ambroise-Fafard d'ajuster une disposition relative à l'entreposage saisonnier et de modifier la disposition relative à la création d'un terrain en zone de forte pente. Donc, c'est un omnibus, comme on peut dire, là, qui fait en sorte là, de ramasser plusieurs dossiers au niveau de l'urbanisme et d'en arriver à une seule adoption. Donc, au niveau là, du secteur boulevard Mailloux, là, c'est vraiment là, ce qui est reconnu comme le salon de quilles Charlevoix, là, anciennement Kiorama. Ces derniers là, désirent aménager une terrasse complémentaire à l'usage du bar de l'établissement et également là, pour leur permettre aussi d'être que cet usage-là soit permis dans notre réglementation, puisqu'actuellement, ils nous opéraient là, sous droits acquis. Il y a également sur Ambroise-Fafard, au niveau de Maison-Mère, l'Auberge des Balcons désire là, à l'intérieur de leurs nouveaux locaux, puisqu'avec l'espace bleu, vous savez que l'Auberge des Balcons va déménager dans Maison-Mère. Et là, ce qu'ils veulent, là, c'est d'être en mesure de bonifier l'offre à leurs clients avec un service de restauration là, qui comprendra une terrasse. Il y a également là, au niveau là, des véhicules récréatifs là, pour permettre là, notre réglementation là, que des roulottes de villégiature là, en surplus des maisons là, motorisées. Là, on sait dans le coin du secteur Monseigneur de Laval, il y avait un petit enjeu là, aussi avec un sentier, le pédestre. Et là, on viendrait modifier notre réglementation pour permettre le tout. Il y a également la résidence de l'Office municipal d'habitation. On viendrait permettre officiellement là, de pouvoir implanter un petit poulailler là, à l'arrière de la résidence. Là, on avait déjà donné la permission là, puisqu'on trouvait que c'était un projet qui était porteur pour nos aînés. Il y a un poulailler là, qui est établi là, à l'arrière d'une résidence pour aînés
Et on sait que la zoothérapie a de multiples effets bénéfiques là, pour différents groupes de la société, dont nos aînés. Donc, je trouve que c'est un projet et en même temps, j'en profite pour féliciter les gens de l'OMH là, pour ce beau projet porteur. Il y a un avis de motion aussi qui a été déposé à la séance du mois de juin. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que, Mme Ménard, nous avons reçu des commentaires? Non. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui veulent s'exprimer? Négatif. Donc, je vais clore la période de consultation et je vais demander au Conseil si nous sommes prêts à aller de l'avant. Donc, c'est proposé par M. Boilly. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé par M. Duchesne. En 15, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R816-2022 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but d'autoriser et régir l'utilisation des conteneurs de transport intermodal en tant que bâtiment complémentaire d'entreposage dans certaines zones. Donc ça aussi, c'est un autre dossier là, en matière d'urbanisme qu'on a eu quand même plusieurs discussions et qui a eu quand même une bonne analyse. On sait que la question des conteneurs, on devait là, prendre position. Il y a il y a des dossiers qui sont actuellement aussi là, qui sont pendants devant la cour municipale où on avait demandé un moratoire auprès du juge et ça fait quand même plusieurs mois là, que le tout est reporté, mais on doit quand même là, mettre en place notre législation. Ce règlement viendrait faire en sorte que les conteneurs là, d'entreposage seraient interdits sur le territoire de Baie-Saint-Paul, sauf dans les zones agricoles, les zones forestières et les zones industrielles. Ceux et celles qui sont autorisés là, devraient là, quand même là, avoir des conteneurs qui soient peints uniformément ou qui soient ceinturés d'une clôture là, pour faire en sorte de dissimuler un petit peu ces conteneurs. Et également, les conteneurs ne doivent pas être empilés. Pour plus de précision aussi, dans les zones d'affectation principale industrielle, on parle qu'un conteneur de transport est autorisé par 1500 mètres carrés de terrain sans excéder un nombre maximal de 5 ou que la superficie totale des conteneurs n'excède 50% de la superficie au sol du bâtiment. Pour les zones d'affectation forestière et agricole, un conteneur de transport est autorisé par 5000 mètres carrés de terrain sans excéder un nombre maximal de 2. Donc, c'est seulement qu'un avis, c'est seulement qu'un avis de motion. Donc, un avis de motion, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient dire dans quelle voie le Conseil tend à aller. Donc, là, c'est un signal politique qui est donné. Il va y avoir d'autres processus, à l'intérieur du processus, il va y avoir d'autres étapes, dont des consultations publiques. Les gens qui sont concernés là, par ce type de conteneur vont pouvoir aussi s'exprimer au Conseil, que ce soit en séance publique, que ce soit en envoyant aussi des commentaires là, par écrit au Conseil ou encore en téléphonant aux différents élus. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je propose. Donc, c'est déposé par M. Besson. On a l'adoption du premier projet de règlement. Donc, j'imagine que vous allez proposer aussi le premier projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Donc, c'est secondé par M. Ménard. Je demande... Oui. Est-ce que vous voulez vous exprimer? Encore une fois, bien sûr, je vais voter contre le règlement, mais pas dans sa totalité. C'est surtout sur la partie où on veut réglementer construction Saint-Gelais. Dans le règlement, celui-ci devra retirer 7 conteneurs à son entreprise. Pourtant, les besoins sont là, importants et prédominants. Comme il vient d'acquérir du terrain de la ville dans le nouveau développement de M. Simard, il pourra agrandir son entreprise et, par le fait même, se servir du sol qui va sortir pour agrandir, pour faire finalement le futur mur tampon faisant un écran végétal et acoustique entre le développement Ménard et sa propriété et également son agrandissement. Je tiens à mentionner qu'un plan a déjà été déposé à la ville et il a été également accepté. Où iront ces conteneurs? Où iront ces conteneurs? Je n'ose pas m'avancer là-dessus. C'est une petite PME de chez nous, type industriel ou assez lourde. On n'en a pas beaucoup sur notre territoire. Moi, je pense que les conserver, c'est très bien pour la ville de Baie-Saint-Paul.
Oui, nous avons un parc industriel à Saint-Urbain qui se dit régional, mais moi, je pense que ces petites PME-là qui sont sur notre territoire, on devrait les aider, les accompagner, les soutenir, parce que tous les travailleurs, travailleuses qui œuvrent pour ces entreprises-là, là, ils font virer l'économie de chez nous. Ils font vivre l'économie de chez nous, leurs petites familles qui vont possiblement, dans les milieux scolaires, grandir, etc., et faire vibrer notre milieu. Moi, je pense qu'on aurait dû... Oui, il est dans l'ensemble du règlement. Mais pour Saint-Gelais, je pense qu'on aurait dû avoir une mesure d'atténuation, le temps de lui donner le temps de faire ses travaux avec la réglementation ou les plans qu'il nous a déposés pour s'adapter vers le futur. Malheureusement, je me dois de le faire de cette façon-là, mais en tout cas, comment voulez-vous que je fasse autrement? Donc, c'est pour ça que j'ai voté contre. Mais je ne sais pas si M. Besson ou M. Ménard, là, comme vous êtes les proposeurs secondaires de la résolution, si vous voulez... Ben moi, personnellement, puis c'était dans le cadre de nos discussions là, lorsqu'on parlait du projet de règlement, là, je pense que pour venir sur certains points de M. Duchesne, là, premièrement, lorsque certaines entreprises là, sont rendues à avoir un nombre, je vais dire, appréciable de conteneurs, sont peut-être à avoir la réflexion d'avoir une infrastructure plus durable, plus sécuritaire, plus aux normes pour répondre à leurs besoins. Là. Nos autres entreprises font ça, donc je pense que au final, le conteneur, il est là pour un usage temporaire. Il ne peut pas combler un usage permanent. Puis actuellement, c'est l'utilisation qui en est faite par les gens qui utilisent les conteneurs de transport. Donc, c'est pour ça que je pense que le règlement est important. Puis au niveau du déménagement des entreprises, j'ai pas peur là, que les travailleurs et les citoyens ou même l'entreprise, il y ait un impact négatif sur l'économie de Baie-Saint-Paul s'ils parlent peut-être d'aller vers le parc industriel. Là. Pour moi, je pense pas que ça soit à peser dans la balance. D'accord. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui veulent s'exprimer, M. Fizette? Oui, absolument. Bon, évidemment, on en a parlé beaucoup. Vous connaissez un peu ma position là-dessus. Ce qui rejoint beaucoup les propos de M. Duchesne et les préoccupations de M. Besson aussi, qui sont également partagées par d'autres membres du Conseil. Moi, personnellement, ce que j'en dis, c'est qu'il serait important que le règlement distingue les conteneurs permanents versus les conteneurs visiteurs. Je dis conteneurs visiteurs sont des conteneurs que les entreprises utilisent pour mettre sur une plateforme pour aller travailler sur un chantier à l'extérieur. Ils travaillent leur chantier, ils ont terminé, ils le reprennent, ils le récupèrent, il faut qu'ils le mettent à quelque part, donc ils le mettent à leur point de service ou en fin de compte à leur maison mère. Je ne suis pas en désaccord totalement de ce règlement-là, particulièrement en ce qui concerne le 50 %. Alors, je pense qu'au-delà du 50 %, évidemment, il faudrait que l'entreprise puisse se construire. Mais encore là, pour se construire, si je ne m'abuse, ça prendrait des dérogations mineures pour en arriver à permettre l'additionnel de surface de construction sur les lots concernés. Alors, moi, personnellement, je ne reviendrai pas sur la question de l'importance de la diversité économique chez nous. Tout le monde en connaît un chapitre là-dessus. Particulièrement les gens du Conseil connaissent ma position également là-dedans. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas en faveur de ce règlement-là tel qu'il est formulé présentement. D'accord. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Madame Bouchard? Oui, je vais réagir juste pour la dérogation minière par rapport à la superficie. Actuellement, cette entreprise-là a acquis de nouveaux terrains, donc il va y avoir une possibilité. Et deuxièmement, pour faire la distinction entre le mobile et le permanent, ça va être facile de dire qu'ils sont tous mobiles, qu'ils sont tous utilisés pour... Alors, on ne saura plus distinguer Donc, on va utiliser cette argumentation-là trop facilement. Là. Donc, voilà pourquoi que moi, je vais être pour le règlement tel que proposé aujourd'hui. Est-ce que M. Boily, allez-y. Juste pour vous dire également que n'oubliez pas que c'est un avis de motion. Donc, on va sûrement en rediscuter. Il y a l'avis de motion, il y a le premier projet de règlement. Il y a le premier projet. Mais il va y avoir le second avec la consultation publique. C'est ce que je disais. Là.
on va sûrement être capable. Puis ça donne également, mettons, à Saint-Gelais, les entreprises Saint-Gelais, que je respecte et que j'adore comme entreprise et comme individu. Ça va leur permettre de savoir vers comment s'orienter dans leur développement, comment se placer par rapport aux conteneurs, mobile ou pas mobile. Voilà. Oui, le règlement ne s'applique pas exclusivement là, aux entreprises Saint-Gelais. Le règlement va s'appliquer à l'ensemble du territoire de la ville de Baie-Saint-Paul, mais effectivement, ceux et celles qui sont touchés par l'application de cet outil réglementaire, dont les entreprises Saint-Gelais, je les invite à s'exprimer là, d'ici la fin du processus législatif. Oui, allez-y. J'ajouterais ceci, c'est qu'en plus, le règlement vient ici retrancher 7 conteneurs qui sont déjà installés sur place. Là, je veux dire, on fait un règlement, puis on dit soustrayez des conteneurs que vous avez déjà besoin, prouvez que vous en aviez besoin, soustrayez ça, parce que notre règlement, on décide que le règlement veut qu'il y ait soustraction. Moi, si j'avais à faire une nouvelle entreprise qui voudrait s'installer, je parlerais autrement. Je penserais autrement, puis j'agirais autrement. Mais là, on a des entreprises chez nous qui sont déjà existantes. Il faut vivre avec ça. Il faut s'adapter en conséquence de leurs besoins. Et voilà. Merci. C'est entendu. Donc, il y avait une demande de vote. Tout le monde s'est exprimé. Donc, quels sont ceux et celles qui sont pour l'adoption de ce premier projet de règlement? Donc, j'ai M. Boily, Mme Bouchard, M. Ménard et M. Bessonne. Quels sont ceux et celles qui sont contre? M. Duchesne et M. Fizette. Donc, c'est adopté à majorité. En 17, avis de motion d'un projet de règlement de concordance qui portera le numéro R817-2022, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 dans le but de mettre à jour le cadre normatif relatif aux zones exposées à des risques de mouvement de terrain. Donc, c'est pour être en concordance là, avec la MRC de Charlevoix. La MRC a modifié son schéma d'aménagement là, dans les derniers mois et comme autant la MRC doit être conforme au ministère, autant nous, on doit être conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Donc, sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul, là, il y a quand même des zones à risque de mouvement de terrain qui sont cartographiées et identifiées selon le type distinct. Et les interventions dans ces zones sont réglementées également là, au règlement de zonage. Et en respect là, de la loi, là, on doit modifier le tout. Désormais, ça va être décrit là, en 2 groupes. Donc, soit usage résidentiel à faible densité, c'est de 1 à 3 logements. Il va y avoir les autres usages, donc le résidentiel, 4 logements et plus, le commercial, l'agricole et autres. Donc, et on nous mentionne aussi que ça devra, là, ça permettra plutôt là, une plus grande facilité d'application là, par nos fonctionnaires municipaux. Donc, c'est une avis de motion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais le déposer. Donc, c'est déposé par M. Boily. On a aussi l'adoption là, du premier projet de règlement. Donc, comme vous déposez l'avis de motion, vous allez proposer le premier projet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Secondé par Mme Bouchard. Vous me permettez une question, monsieur? Bien sûr, allez-y. J'ai oublié ce matin. Est-ce qu'il sera possible, lorsqu'on est dans ces situations-là, avec un certificat d'ingénieur, d'être capable quand même de construire? On a un problème de Peut-être micro. un petit peu. Mais Alors, en fait, il faut être prudent là, dans qu'est-ce qu'on dit. C'est chaque situation, c'est un peu du cas par cas selon est-ce que la zone de mouvement de terrain. Ça marche pas, je crois. oui, il marche. Mais je pense qu'on n'entend pas dans le... Oh, là, oui. Le micro était trop loin, Mme Ménard. Sur certaines conditions, oui, c'est possible de construire, sauf que, comme je vous disais, ça dépend toujours de la zone de mouvement de terrain, où est-ce qu'elle se situe sur le terrain. Puis chaque cas est un peu, doit être analysé. Là. Fait que oui, dans certains cas, ça peut être possible, mais c'est vraiment selon la zone qui est sur le terrain. Ça vous va, M. Duchesne? Oui, c'est parfait. Parfait. En 19, maintenant, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R815-2022, ayant pour objet de modifier les articles 3, 8 et 21 excusez, du règlement R782-2021. Donc, c'est notre programme Rénovation Québec là, qui permet de faire en sorte de rénover des maisons là, à Baie-Saint-Paul. Là. C'est de l'aide qui est donnée directement aux citoyens, là, de l'aide financière pour arriver à faire en sorte de faire des travaux. On le sait surtout en zone PIA, là, des fois au niveau
du centre-ville lorsqu'on veut faire certains travaux. C'est quand même assez dispendieux et comme la législation est plus contraignante aussi, ben, ça permet là, d'apporter un soutien financier là, pour réaliser les travaux tout en étant en conformité là, avec notre réglementation. Donc, c'est vraiment, là, on a eu quand même l'entente avec le ministère, là, le ministère, la SHQ, la Société d'habitation, met 58 000 $ et la Ville met 58 000 $ aussi. Donc, c'est plus une technicalité là, de nomenclature administrative pour permettre que le programme soit conforme. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais le déposer. Donc, c'est déposé par Mme Bouchard. Ça, c'est beau. Maintenant, en 20, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R819-2022, modifiant le règlement R809-2022, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 420 000 $. Donc, c'est pour le projet d'agrandissement là, et de mise aux normes de la caserne incendie. On sait que la caserne incendie, c'est un bâtiment là, qui date des années 80 et le maintien des actifs, c'est bien important. Les bâtiments, ils prennent de l'âge aussi et on a quand même certaines normes à suivre là, provinciales et ces bâtiments-là, c'est ça, ça doit être aux normes. Et plus on attend avant de mettre de l'argent sur le bâtiment, bien, plus ça coûte cher dans le temps. C'est sûr que c'est des investissements des actifs, mais en même temps, on n'a pas trop le choix, à mon avis. On avait déjà fait là, un règlement d'emprunt là, qui était de 1 800 000 $. Lorsqu'on est allé aux soumissions, c'est sorti là, à 2 220 000 $. Donc, on a autour de 420 000 là, de surcroît suite à l'ouverture des soumissions. Est-ce qu'on est surpris? Bien, plus ou moins. On le sait qu'actuellement, avec le prix des matériaux, la pénurie de main-d'œuvre, tout ça au niveau qui touche la construction, qui touche tous les domaines, bien, on s'attendait qu'il y ait une augmentation là, dans tous les projets d'infrastructure publique aussi, ça touche. On l'a vu avec l'Arena, il y a eu aussi une augmentation des coûts. Donc, ce qu'on viendrait faire, là, c'est que c'est ça. Là, sur le 420 000, il y a 264 000 là, qui seraient subventionnés par le ministère et il y a un 156 000 là, qui seraient à la charge de la Ville. Et si là, les autres imprévus de chantier qui auront lieu ultérieurement, bien, ça, c'est financé à 50 % par le gouvernement du Québec. Donc, je tiens à rappeler, sur le montant de 2 220 000, il y a une subvention de 65 % du gouvernement du Québec et cette subvention-là, elle n'est pas là ad vitam aeternam. Elle passe aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que si on retarderait les travaux à l'an prochain ou dans 2 ans, que cette subvention-là serait toujours disponible. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, c'est déposé par M. Duchesne là, que le Conseil, là, on désire continuer à aller de l'avant pour ce projet. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R818-2022, ayant pour objet de modifier le règlement R659-2016 portant sur le stationnement, afin d'interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue Forgette. Donc, il y avait quand même là, des gens qui s'étaient exprimés là, dans les derniers mois pour mentionner que c'était difficile la circulation, là, surtout en saison estivale, où il y a quand même plusieurs personnes qui fréquentent le centre-ville. Et on nous avait demandé là, de faire en sorte d'interdire le stationnement en tout temps sur la rue Forgette, là. Surtout, là, ici, on le voit là, avec la carte là, qui est à l'écran là, dans le secteur là, de l'ancienne boulangerie Charlevoix. C'était difficile avec la rue Jean-Talon. Donc, le comité de la circulation a analysé le tout et avait fait des recommandations favorables. Là, cette semaine, on était déjà en signalisation sur la chaussée et déjà les affiches ont été installées. Et c'est ça, pour officiellement ce soir, comme c'est un règlement, là, on doit aller en avis de motion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais le déposer. C'est déposé par M. Ménard. En 22, avis de motion. Est-ce que ça va? Oui. Non, je disais à mon collègue ici à côté que ça exclut quand même les zones, les cases de stationnement sur la rue. C'est pas totalement interdit. Non, il va y avoir des cases. c'est le cas de la sécurité routière. Lorsqu'il y a une case de stationnement qui est lignée, ça permet. Oui, M. Boilly. Juste pour vérifier, j'ai vérifié après-midi, puis effectivement, de chaque côté sur Jean Talon, il y a des casiers déjà faits. C'est beau? Parfait. En 22, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R820-2022, ayant pour objet de réglementer les heures d'opération des carrières sablières et gravières. On le sait, dans les dernières semaines, surtout lors de la dernière séance du Conseil, il y avait des gens là, du secteur Saint-Jérôme qui étaient venus à la séance du Conseil pour demander là, qu'on réglemente le tout.
Il y avait déjà une entente aussi là, entre la ville et les promoteurs. Là. Ils n'en partaient quand même pas de rien. Cependant, je crois qu'on a quand même été à l'écoute des gens qui sont venus s'exprimer. Il y a eu un radar pédagogique qui a été installé. Il y a eu de la rénovation sur la chaussée qui a été fait également. Et là, ce soir, on irait là, de l'avant avec c'est un avis de motion, mais pour un règlement qui encadrerait là, l'opération, les heures d'opération des carrières sablières, puis pas seulement qu'à Saint-Jérôme, ça serait sur l'ensemble du territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, le règlement le stipule, il est défendu d'exploiter des carrières sablières ou gravières, sauf les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 6h30 le matin à 18h le soir, et le samedi, de 8h à midi. Et le dimanche, ça serait interdit. Donc, c'est ça le règlement là, qui serait applicable à l'ensemble du territoire de la ville de Baie-Saint-Paul, dont fait partie Laurent Saint-Jérôme, sur sa partie qui est couverte là, par la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais la déposer, avec plaisir. Donc, c'est déposé par M. Boilly. Administration et législation, travaux publics, réorganisation du service. Donc, ce soir, là, on annonce qu'on abolit la direction des opérations publiques et on abolit la direction du service du génie. Donc, il y a 2 directions qui sont abolies au sein de la ville et on va créer la direction là, des travaux publics et de l'ingénierie. Donc, il va y avoir une fusion de direction. On nomine également M. Jean Daniel comme directeur par intérim des travaux publics et de l'ingénierie. Il va y avoir aussi un poste de direction adjointe, un directeur adjoint aux travaux publics qui va être affiché là, très prochainement, dans les prochains jours, qui va permettre aussi là, d'accompagner M. Daniel dans cette structure. Et là, pour l'instant, là, c'est 2 chefs d'équipe là, qui sont du personnel syndiqué là, qui appuient le gestionnaire dans ses tâches. Et nous, là, on est quand même convaincus que ça va améliorer l'efficience et l'efficacité là, au sein de l'organisation, le service aux citoyens. Donc, dans le fond, là, on y va avec une fusion de direction. Et il y a plusieurs membres du conseil en campagne électorale qui en avaient parlé d'améliorer le service aux citoyens. Et je pense là, que ce soir, on y va d'un geste là, marqué pour converger dans cette tangente d'améliorer le service aux citoyens. Il y aura aussi, là, on va continuer sur cette lancée. Là, il y aura d'autres changements qui vont arriver au fil du temps, mais là, pour l'instant, c'est un premier changement ce soir là, qui va être opérationnel. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je vais le proposer. Donc, c'est proposé par Mme Bouchard. Est-ce que c'est appuyé? Appuyé. C'est appuyé par M. Ménard. Mais je crois que ceci est unanime de la part du Conseil. On n'a pas de demande de vote sur ce sujet. Donc, en 2, maintenant, Maison Mère avance de fonds jusqu'au 30 septembre 2022. On en a fait référence tantôt. Il y a quand même des travaux d'importance qui ont cours actuellement à Maison Mère qui sont pour accueillir l'Espace Bleu. Là, l'Espace Bleu qu'on a participé à l'annonce avec la ministre de la Culture et des Communications en juin dernier. Quand même un projet là, culturel qu'on est chanceux d'avoir ici à Baie-Saint-Paul. Un projet de plus de 30 millions de dollars là, qui va être érigé au cours des prochaines années ici à Maison-Mère. Ce qui fait en sorte qu'on a dû déplacer certains locataires de Maison-Mère, dont l'Auberge des Balcons. Et c'est la ville de Baie-Saint-Paul qui est propriétaire de l'ensemble conventuel Maison-Mère. Cependant, les travaux sont gérés par Maison-Mère là-bas. Les subventions, l'aide financière là, qui nous est octroyée par Québec vient à la ville et la ville par la suite le retransfère à Maison-Mère. Donc là, comme les travaux avancent quand même grandement, il y a déjà des factures là, des entrepreneurs qui rentrent, mais là, les chèques du gouvernement du Québec vont venir dans les prochaines semaines, ce qui fait en sorte que là, la ville va financer temporairement Maison-Mère pour qu'il paie l'entrepreneur, mais par la suite, ça va nous revenir là, de la part du gouvernement provincial. Là, ce qu'on vient faire ce soir, c'est qu'on vient là, avancer 500 000 $ à Maison-Mère. Il y a un 400 000 $ qui va nous provenir là, du gouvernement du Québec là, en début août. Et il va y avoir un autre 100 000 là, qui va venir ultérieurement. Donc, c'est vraiment... on passe de l'argent, mais elle va revenir et ça, on s'en est assuré également. Là, c'est pas un octroi d'aide financière, c'est vraiment... On avance des fonds qui vont revenir par la suite là, à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je vais le proposer. Proposé par M. Ménard, est-ce que c'est appuyé? J'appuie. Appuyé de M. Duchesne. En 3, Office municipal d'habitation, demande d'ajout PSL d'urgence. Donc, c'est le programme de subvention au loyer.
C'est un logement qui serait disponible, là, qui serait en surplus là, de l'offre actuellement. Donc, un logement là, qui serait admissible pour un contexte social. Donc, on parle d'une personne qui actuellement n'a pas de logement, qui est sans domicile fixe. Par exemple, aussi là, des femmes qui sont victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, des dossiers de protection de la jeunesse. Donc, ce logement-là sera financé par Québec à l'ordre de 90% et de 10% par la Ville. Nous, on budget, ça va être autour de 780 $ par année, mais ça pourrait aller jusqu'à concurrence de 1500 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Proposé par M. Boily, c'est appuyé de M. Duchesne. En 4, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Donc, c'est pour le domaine Belle-Plage. On nous demande l'addition d'une location de terrasse et addition d'aires communes, piscine, aire de jeu, aire de foyer et aire table extérieure et une terrasse au pavillon pour ajouter au permis là, du restaurant actuellement. C'est conforme à notre réglementation. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Je vais le proposer. Proposé par M. Ménard et c'est appuyé par Mme Bouchard. En point 5, Assurance générale de la Ville, un ajout. Donc, on a M. Daniel Tremblay, là, qui était opérateur en eau là, pendant plusieurs années auprès de la Ville, qui avait pris sa retraite, mais là, qui a accepté, là, et on le remercie d'ailleurs, de venir nous dépanner là, quelques jours par semaine pendant la saison estivale. Donc, ce qu'on vient faire comme au niveau du secteur de la gestion des eaux potables, c'est quand même des tâches qui sont névralgiques au sein de l'organisation et on viendrait l'ajouter à nos assurances de la Ville. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Je vais le proposer. Proposé par Mme Bouchard. Est-ce que c'est appuyé? J'appuie. Appuyé de M. Duchesne. Sécurité publique, installation du réservoir d'eau pour la protection incendie du domaine Charlevoix, adjudication de la soumission. Ça, c'est un projet aussi qu'on parle déjà depuis plusieurs mois. Et on est allé en soumission. Et la plus basse soumission, qui est quand même un montant qu'on était heureux, qui était un petit peu plus bas que ce qu'on avait prévu. Donc, 46 900 $ avant taxe, qui va être octroyé aux entreprises Saint-Gelais pour l'installation du réservoir. Donc, on autorise le directeur de la sécurité publique là, à accepter l'installation du réservoir selon la soumission. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Je vais le proposer. Proposé par M. Boily. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Ménard. En 7, le projet d'agrandissement de la caserne d'incendie. On en a parlé tantôt. C'est pour la signature de la convention d'aide pour avoir la subvention du ministère. Donc, c'est pour autoriser le maire ou le directeur général par intérim à signer la convention avec le ministère. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Duchesne, et c'est appuyé de Mme Bouchard. En 8, renouvellement de l'entente des services COCA. Donc, c'est encore au niveau du service incendie. Il y a une application qui est utilisée là, déjà depuis 2016 par nos pompiers. C'est une application qui est sur téléphone cellulaire et les pompiers, lorsqu'ils ils peuvent mettre leur disponibilité là, pour la semaine, est-ce qu'ils sont disponibles, oui, non, ils sont en rouge. Et lorsqu'il arrive une alarme incendie, ils ont une alerte qui arrive directement sur le cellulaire. Et là, ils cliquent, exemple, je me rends sur le lieu de l'incendie, je me rends à la caserne, je ne suis pas disponible. Fait que ça facilite de beaucoup la gestion là, au niveau du service incendie. C'est une entente qui serait d'une durée de 3 ans et 3 mois, pris à même le fonds d'administration là, pour un montant de 11 014 et 43. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en pose? Proposé par M. Fizette, est-ce que c'est appuyé? Je vais Appuyé par Mme Bouchard. En point 9, dans voirie et hygiène du milieu, réaménagement des espaces au garage municipal, là, c'est un décret supplémentaire. On sait que le département là, de l'aménagement paysager a été déménagé là, au garage municipal là, dans les dernières semaines. Il y avait un montant de 60 000 $ qui avait été décrété, mais finalement, là, le tout s'élève à 90 000 $. Donc, il y a 30 000 $ là, qui est requis là, pour terminer les travaux. C'est quand même, on n'avait pas non plus trop le choix puisqu'on manquait d'espace. Ces derniers étaient installés à Maison-Mère, mais avec l'avenue de l'Espace Bleu, ils perdent de ces espaces. Et maintenant, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça fait bien là, qu'ils soient installés là, avec l'équipe des travaux publics. Donc, on irait là, avec le 30 000 supplémentaires en règlement d'emprunt par appui. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? Je propose. Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Monsieur Boily. En 10, regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, produits chimiques pour le traitement des eaux. Donc, c'est un regroupement qu'on fait avec d'autres municipalités pour qu'on puisse avoir des tarifs compétitifs à ce niveau-là. Là, c'est pour 9 produits chimiques là, qui sont utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition?
Proposé par M. Duchesne. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Ménard. En 11, achat de poteaux pour la mise en place des arrêts pour mobilité collective Charlevoix. Ça a été médiatisé le 4 juillet dernier. Mobilité collective Charlevoix a débuté ses opérations, donc le service de transport collectif qui dessert l'ensemble de la région. Et nous, là, comme municipalité, on s'engage à défrayer les poteaux là, qui sont là sur le territoire pour mentionner les arrêts. Et on avait prévu une somme de 9 500 $ au plan triennal en immobilisation. D'ici septembre, il y a 33 arrêts qui seront en place sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Le coût d'un poteau, c'est 348,50 $, donc c'est quand même élevé. Et le tout s'élève à 11 500,50 $ plus taxes et plus installation. Donc on parle de 13 000 $. Mais de ce 13 000 $-là, il y a quand même une somme là, de 1 650 $ qui est versée par Mobilité collective Charlevoix. Ce qui fait en sorte d'abaisser le tout. Donc, on irait le prendre 11 350 $ dans le surplus et il y a la subvention là, de 1 650 $ de mobilité collective Charlevoix. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson, est-ce que c'est appuyé? M. Ménard. En 12, achat d'un camion, libération de la retenue. Donc, c'est un camion qui est un camion diesel là, qui a été acheté là, 6x4 d'une masse totale de 68 000 livres, quand même assez pesant. Et c'est pour libérer la retenue à la compagnie Camion Globocan Québec et Lévis Incorporé là, pour le projet que je viens de mentionner. Et la retenue totale est de 19 693,49 $. Comme le camion a été livré là, conforme au devis, donc on irait ce soir pour libérer la retenue. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Proposé par Mme Bouchard, appuyé de M. Fizet. En 13, restauration du site de dépôt de l'Équerre. Donc, en 2021, il y a quand même des discussions là, qui ont eu lieu entre le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et la Ville pour le dépôt de l'Équerre. Il y a eu la Ville s'est engagée aussi à effectuer des travaux. Et pour rendre le site conforme, on devait concasser un volume important de béton et d'asphalte. Le tout a été là, dégagé. Le site a été dégagé de l'asphalte et présentement, c'est entassé sur le site des entreprises Jacques Dufault. Et le tout va être concassé dans les prochaines semaines. La prochaine étape sera de rapatrier le matériel concassé pour l'entasser sur notre site à l'Équerre. Donc, pour réaliser le tout, là, c'est 42 396,45 $. Est-ce que j'ai en règlement d'emprunt? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé par M. Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Oui. Par M. Fizet. En 14, urbanisme et mise en valeur du territoire pavillon du Saint-Laurent. Une demande d'extension pour la reddition de compte, signature de l'avenant. Donc, le pavillon Saint-Laurent aussi qui est ouvert à la population, qui est ouvert depuis les dernières semaines et qui l'exposition aussi là, est débutée. Il va y avoir une ouverture officielle qui aura lieu à l'automne, mais ceux et celles là, qui veulent fréquenter l'installation, là, c'est déjà en opération. C'est pour autoriser le directeur général par intérim à signer la convention d'aide avec le ministère. On sait qu'il y avait quand même une subvention de 595 200 du ministère du Tourisme. C'est pour signer la signature. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Proposé par M. Ménard. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Boily. En 15, citation d'un bâtiment, le 162 rang Saint-Jérôme. Lorsque le comité de démolition de la ville permet de démolir un immeuble, le ministère de la Culture et des Communications peuvent s'opposer à la décision de la ville. Il y a un délai là, en termes de jours. Dans ce dossier-ci, là, qui est le 162 rang Saint-Jérôme à Baie-Saint-Paul, le ministère ne s'est pas opposé, mais le ministère a tout de même demandé à la ville d'étudier la possibilité de citer ou non le bâtiment au sens de la loi là, sur le patrimoine culturel, puisque la ville peut, là, par ses pouvoirs, citer un bâtiment, ce qui fait en sorte de le protéger au niveau là, du patrimoine. Et là, ce qu'on viendrait faire, le service d'urbanisme a quand même analysé le tout et la ville, nous, le conseil municipal, on en a discuté. Et là, on viendrait signifier qu'on ne protégerait pas ce bâtiment-là. Là. C'est pas un lieu qui est public, c'est pas un lieu qui est fréquenté non plus. Et c'est toujours des réflexions à savoir parce que c'est beau de protéger, mais en même temps, il faut par la suite l'entretenir. Et je pense qu'à Baie-Saint-Paul, on fait quand même déjà des efforts qui sont plus considérables dans la sauvegarde du patrimoine en général. On l'a vu avec Maison Mère, qui est un bâtiment religieux.
On l'a vu aussi avec le domaine Simon, la maison René Richard. Donc, la ville fait quand même là, des efforts qui sont très importants à ce niveau-là. Donc, comme je mentionne, la ville signifierait au ministère de la Culture qu'on ne citera pas ce bâtiment-là comme étant patrimonial. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais l'appuyer. Proposé par M. Duchesne. Il s'est appuyé par M. Boily. Le point 16, subvention programme Rénovation Québec, le 278 rue Saint-Jean-Baptiste. Autorisation de paiement, on en a parlé tantôt du programme Rénovation Québec. C'est intéressant, c'est des propriétaires qui peuvent faire des travaux et qui sont aussi dans des zones qui sont plus contraignantes en termes de législation. Donc là, ce qui a été fait, on parle de 7 fenêtres qui ont été changées au rez-de-chaussée et de 2 portes extérieures. Le montant des travaux était de 13 665,06 et la subvention est de 9 100,92. Le tout a été fait aussi et ça respecte les ententes qui avaient été signées avec la ville. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Proposé par M. Boily. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé de Mme Bouchard. En 17, loisirs, parcs et culture, travaux à l'Arena, avenant 1 à 3. Donc, c'est des travaux là, qui sont en lien avec l'architecture, sur la structure, la mécanique et l'électricité. Donc, c'est 2 avenants, là, des suppléments. Donc, il y en a un qui est plus petit, donc 985,23 plus taxes, qui est à payer à l'entrepreneur Construction Éclair. Et le deuxième, qui est un petit peu plus imposant, on parle de 37 899,83 plus les taxes aussi à l'entrepreneur Construction Éclair. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Ménard. Et pour ceux et celles qui nous écoutent ce soir à la télévision, le projet d'Arena va bon train et le tout respecte les échéanciers. Donc, le tout devrait être opérationnel là, dans les délais prescrits. Et actuellement, j'ai fait, là, accompagné de 2 de mes collègues ici, M. Duchesne et M. Besson. Ils ont fait une visite de chantier vendredi dernier et on voit vraiment l'avancée des travaux. Je crois que ça va être une fierté pour la ville d'avoir ce bâtiment-là dans les prochains mois. Un bâtiment qui datait de 1973. On va arriver vraiment avec un équipement qui va être à la fine pointe de la technologie et on n'aura rien à envier là, aux autres municipalités de la région qui détiennent également un aréna. En 18, la renouée japonaise, donc une plante envahissante. On en a parlé quand même là, plusieurs fois, surtout M. Fizette qui nous a sonné l'alarme là, à différentes reprises dans les dernières années. On viendrait là, donner un mandat là, pour une étude d'opportunité pour qu'on puisse faire un plan là, pour la gestion de cette plante-là sur le territoire. Donc, c'est au montant de 7 605 plus taxes. Je ne sais pas si M. Fizette voulait en ajouter un petit peu plus sur cette plante. Oui, je vais me permettre. Ça pourrait être complété par M. Boily qui a une formation dans le domaine. Ce qu'il faut en dire, d'abord, c'est une véritable peste végétale. Okay? C'est parmi les 100 pires espèces envahissantes et menaçantes de la planète, telles que mentionnées par l'Union mondiale pour la nature. Elle prend toute la place au sol, puis elle prend toute la place au-dessus du sol. C'est une plante qui limite la survie des autres espèces, okay, parce que les rhizomes dégagent un acide qui va neutraliser les efforts des autres plantes. Donc, ça impacte l'écosystème de notre milieu. Si vous vous rappelez d'avoir vu déjà, c'est une belle plante, soit dit en passant. Si vous avez vu quand vous allez à Québec, en passant à Saint-Anne-de-Beaupré, là où ils ont fait les aménagements accessibles au quai en face de la cathédrale, pas la cathédrale, mais la basilique. Il y en avait une peste. Il en reste encore, soit dit en passant. Il y en a sur le long des voies ferrées. Comment ça se propage? Ça se propage évidemment par les rhizomes. Ça se propage aussi, non pas par les fleurs, parce que ce ne sont que des femelles, mais ça se propage par le contact. Okay? Tu frottes ça, tu frottes autre chose, pop, tout de suite, là, tu as un potentiel de croissance et de propagation. Donc, comme je le mentionnais, ça menace l'intégrité et l'équilibre des écosystèmes. Et puis, il y a une absence d'ennemis à cette plante-là, de sorte qu'elle est invulnérable. OK? Alors, et puis, comme je le mentionnais, les rhizomes, ils peuvent s'enfoncer à plus de 2 mètres dans le sol et à plus de 7 mètres en latéral.
Et on sait que ça peut impacter beaucoup nos routes, puis ça peut impacter aussi les solages de maisons. Alors, il est important de bien traiter ça. Puis moi, je profite de l'occasion pour indiquer qu'il va y avoir des informations adressées à l'ensemble de la population pour présenter cette plante-là, pour déterminer comment est-ce qu'on peut agir face à cette plante-là. Puis aussi, ne jamais mettre dans le compost, ça c'est capital. Il faut mettre ça dans les poubelles, même dans des sacs de plastique, désinfecter les instruments que tu utilises parce que ça se propage comme je le mentionnais. Alors donc, et j'invite tous citoyens qui veulent avoir de l'information à ce propos de s'adresser à la ville, c'est capital. Je ne sais pas si M. Boily voudrait ajouter quelque chose. Non, c'est quand même assez complet, sauf que c'est une plante en plus. C'est une plante qui a pas le principe alléopathique, c'est-à-dire qu'elle corrompt toutes les autres plantes autour d'elle. Également aussi, elle se multiplie par marcotage. Prenez une tige, enterrez-la dans le sol. L'année suivante, vous allez avoir une haie de renouée japonaise. S'il vous plaît, si vous doutez, si vous n'êtes pas sûr, informez-vous au comité d'embellissement ici à Baie-Saint-Paul. Des experts, il y en a quand même des bons, là. Puis également aussi, surtout, ne mettez rien dans le compost. Même si la fleur est femelle, elle peut quand même, mettons, s'auto-générer en production. Donc, il faut faire attention énormément à la manipulation également. Et même la feuille. Même la feuille. La tige et la feuille. C'est un bambou. Super beau. Super joli. Mais pas rien. Moi, merci M. Boily, M. Fizette. Moi, c'est sûr que si j'en trouve sur mon terrain, je vous appelle M. Boily. T'en as pas, non? On l'a vérifié. Ah oui, j'ai été scruté. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition pour adopter ce montant pour qu'on puisse aller en étude d'opportunité? M. Fizette, est-ce que quelqu'un le propose? Je vais l'appuyer volontiers. Parfait. Donc, maintenant... Mais vous remarquez, M. le maire, que c'est juste vraiment l'inventaire des endroits. Oui, puis là donc, c'est à ce moment-là, il faut que la population s'embarque. Mais là, c'est une étude d'opportunité qui est donnée. Et par la suite, là, il y aura un plan d'action qui va être fait, j'imagine. Lorsqu'on étudie, c'est beau étudier, mais par la suite, il faut avoir un plan d'action avec des moyens pour venir à atteindre nos objectifs qui sont dûment fixés. Maintenant, on est rendu Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses, mission reconnaissance à Arcachon. Donc, il y a une mission qui aurait lieu là, à Arcachon, qui est un village de France. Il y a une délégation de la ville qui participerait là, à cette mission. Il y a aussi là, de l'aide là, de la part du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. On sait qu'en France, on a beaucoup avancé aussi en termes d'électrification des transports. Toute la question du développement durable. Ici, à la ville, on a quand même l'agenda 21. Donc, c'est quand même une opportunité pour la ville. Et nous, là, pour la ville, qu'est-ce que ça représenterait? Là, c'est 11 000 $. Là, il y a 4 personnes qui participeraient à la ville. Et aussi, il y a la municipalité d'Arcachon. Il y a quand même plusieurs similitudes là, avec la ville de Baie-Saint-Paul. Ce n'est pas un jumelage, là, mais ça nous permettrait aussi d'aller voir là, en termes aussi sur les aînés. Et eux veulent s'inspirer de nous aussi là, sur d'autres sujets. Donc, il y a Mme Bouchard là, qui s'implique quand même dans ce dossier-là. Donc, je peux vous laisser la parole si vous voulez là, compléter le tout. Parfait. Dans le fond, juste pour vous expliquer, Arcachon est très semblable à Baie-Saint-Paul. Un petit peu plus peuplé, par contre, ils sont aussi dans la pyramide inversée, donc plus de population qui est vieillissante. Et ils sont très touristiques. Donc, ils sont comme nous, là, à la période estivale, il y a beaucoup de touristes. Fait qu'ils se retrouvent avec le même problème que nous, donc la circulation. Donc, ils sont vraiment avancés par rapport à nous parce qu'ils ont vraiment un autobus électrique, des véhicules, une flotte pour la location de véhicules électriques, puis c'est particulièrement pour la population. Il y a aussi quelque chose au niveau des aînés et leurs véhicules. En tout cas, ça, je trouve ça intéressant d'aller vraiment valider avec eux. Et au niveau de la mobilité active, ils ont vraiment des stationnements incitatifs, ils ont des vélos électriques. En tout cas, ils ont vraiment aménagé leur ville pour que ce soit très facile d'y circuler. Aussi, là, vous savez, la mobilité active, on essaie de l'encourager ici aussi à Baie-Saint-Paul parce que de un, premièrement, c'est la santé, mais de deux aussi, ça diminue les gaz à effet de serre. Notre empreinte de carbone, il faut y penser. Donc, ce projet-là a été vraiment présenté avec l'optique de diminuer notre empreinte de carbone. Donc, on a trouvé vraiment une subvention au montant de 20 000 $.
Et vraiment, Arcachon sont très ouverts, puis avec la similitude et toutes leurs avancées. Et moi, j'ai hâte aussi de poser des questions par rapport à comment vous l'avez financé, parce que je sais que, bon, qu'au niveau de l'Europe et tout ça, de la France, leur façon de se financer est différente de nous. Donc, ça aussi, là, parce que faut trouver aussi des façons imaginatives de financer tout ça pour avantager et notre population et l'offre touristique, donc pour que tout s'amalgame bien. Merci, Mme Bouchard. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé par M. Duchesne. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Ménard. Donc, maintenant, dans la correspondance, donc c'est un dépôt. Les membres du conseil en ont eu copie, ont pu poser leurs questions à l'administration. Donc, ça va pour tout le monde. En H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de juin. Donc, je vais demander à notre directeur général, s'il vous plaît, de procéder à la lecture. Concernant le fonds d'administration, un chèque de 170 425,30 au centre de gestion du complexe PFM. C'est le deuxième versement de la subvention de fonctionnement là, qui a été octroyé par le Conseil. MRC de Charlevoix, 451 016,90 $. C'est la quote-part de la ville. Ministre des Finances, 836 005 $. C'est concernant le premier versement des services de la Sûreté du Québec. Ensuite, Hydro-Québec, 32 598,40 $. C'est pour différents comptes là, de la ville, pour un montant total de 1 490 044,60 $ pour les chèques de 25 000 et plus. Si on combine avec les autres paiements qui ont été faits dans le fonds d'administration, le grand total est de 1 845 276,79 $. Pour le fonds de dépenses en immobilisation, un chèque au centre de gestion du complexe PFM, 290 000 $. Ça, c'est concernant les travaux du bloc 1. Ensuite, un chèque aux constructions éclair, 634 471,61 $. C'est le contrat de réfection de l'ARENA. Ensuite, Poinco incorporé pour les travaux de la tour d'observation, 200 431,78 $. Ensuite, Phil La Rochelle équipement, 147 159,52 $ pour de l'équipement de déneigement. Pour un total des chèques de 25 000 et plus d'1 272 062,91 combiné avec les autres paiements, ce qui fait un grand total d'1 384 586,08 $. Merci, M. Bouchard. Donc, et également, les membres du conseil ont pu poser leurs questions là, sur l'adoption des comptes. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé par M. Duchesne, c'est appuyé de M. Fizette. Période d'intervention des membres du conseil. Est-ce que j'ai déjà M. Besson? Est-ce que vous vouliez prendre la parole? Non, M. Fizette? Oui. Allez-y. Pas longtemps. Parce que j'ai eu réflexion d'un citoyen concernant l'investissement fait par le gouvernement du Québec pour l'espace bleu à Maisonneuve. Prétextant que ce n'était pas nécessairement une saine administration que d'aller dans ce sens-là, puisque c'est les impôts, puis c'est les taxes ces impôts et ces taxes qui payent tout ça. Moi, je veux ici dire que c'est un important investissement qui va aller jusqu'autour de 30 millions dans notre milieu. Puis, c'est un investissement par le gouvernement du Québec. Et soit dit en passant, si nous avions refusé d'accorder la permission de venir acheter chez nous, ils seraient allés acheter ailleurs. Alors, on est bien mieux à voir ça dans notre cour que de voir ça dans la cour d'un autre. Alors, je voulais juste ajuster cette information-là pour ne pas se laisser biaiser là, par des ressentis, des fois, là, qui sont basés sur des préjugés. Il faut toujours faire attention à ça. Moi, personnellement, je fais toujours attention à ça. Alors, j'invite mes concitoyens à faire autant. Merci à M. Fizette. M. Ménard, est-ce que vous vouliez parler? Juste un petit mot. C'est le début des périodes de vacances. Alors, je souhaite bonnes vacances à tous les citoyens de Baie-Saint-Paul.
la prudence est de mise, ainsi que on est déjà rendu au festif la semaine prochaine. Alors, bon festival à tout le monde. Merci. Merci, M. Ménard. Mme Bouchard? Oui. Je vais faire une intervention, on en a fait plusieurs là, au cours des dernières séances publiques. Je suis interpellée énormément, puis je pense que mes collègues aussi, au niveau de la vitesse particulièrement dans les quartiers résidentiels et un peu partout sur le territoire. Je veux juste faire un rappel parce que je travaille beaucoup avec la sécurité publique. Et souvent, on met en place des aménagements dans nos rues pour justement faire ralentir. Je pense, entre autres, dans le transit, à un moment donné, on avait mis des pots de fleurs. Donc, les gens avaient fait beaucoup de plaintes. Les pots de fleurs étaient là, en principe, pour justement faire ralentir la circulation. Mais malheureusement, les citoyens se plaignent, bien là, il faut faire le détour, il faut ralentir. Fait que c'est sûr que c'est difficile de faire des aménagements et pour réduire la vitesse, mais après ça, les enlever, ce qui favorise la vitesse. Donc, je veux juste demander la collaboration de tous les citoyens et citoyennes parce que je pense que c'est une histoire de ceux qui vont vite dans nos quartiers. Souvent, ils résident dans notre propre quartier. Donc, juste de penser que la sécurité, particulièrement de nos enfants ou des gens qui sont à mobilité, justement, active, là, parce que c'est ce qu'on incite aux gens de faire. Donc, ralentissez, pensez à tous les gens autour. Et, tu sais, je pense qu'on va le répéter, puis qu'on va le répéter, mais je pense qu'on le répétera pas assez, suffisamment, tant que ce ne sera pas vraiment. Là, moi, je rêve vraiment d'un milieu. D'abord, on n'arrivera pas plus vite, même si on roule 5 ou 10 km là, plus lentement. Donc, je vous invite vraiment, là, un peu comme Jean-François vient de le dire, à la prudence. Et je pense qu'on peut vraiment là, penser à nos voisins, à nos enfants et à la sécurité de tous. Je vais en profiter aussi pour vous souhaiter à tous un bel été. Merci, M. Duchesne. Oui, bien sûr. Ce soir, je vais en profiter pour souligner et féliciter un Baie-Saint-Paulois qui s'illustre. Je vais parler ici de Benoît Lavoie, qui est devenu le premier vice-président de l'Union internationale de patinage. Et j'ai bien dit international, donc c'est mondial, on parle, c'est extraordinaire. Juste quelques petites mentions. Il a débuté comme patineur ici à Baie-Saint-Paul, tout bonnement, pour le club de patinage artistique. Et il a fait ses petits bouts de chemin tranquillement. De 2001 à 2006, il a été vice-président du patinage Canada. De 2006 à 2013, il a été président de Patinage Canada, donc il a gradué progressivement. En 2002, qui ne se souvient pas qu'il a été juge lors des Jeux olympiques de Salt Lake City. C'est un commentateur chevronné, réputé dans toutes les stations télévisuelles ou encore radiophoniques partout au Québec et voire au Canada. Donc, c'est un ambassadeur de choix pour Baie-Saint-Paul qui reconnaît très bien ses racines. Il sait d'où il vient, il sait de quel endroit où sont ses racines. Donc, je lui dis bravo, je le félicite, tout le conseil, je crois, lui souhaite une très bonne continuité dans sa carrière exceptionnelle. Et encore une fois, que dire de plus? Bravo pour cette graduation exceptionnelle pour quelqu'un de chez nous. Merci. Merci, M. Duchesne. Je partage entièrement vos propos et je me joins à vous là, pour féliciter M. Lavoie dans son rôle d'ambassadeur international pour Baie-Saint-Paul. On est bien fiers que des gens de chez nous atteignent les plus hauts sommets. M. Boily, ça va? Donc, on serait maintenant rendu à la période d'intervention du public. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Non, on n'a pas eu de commentaires non plus par écrit. Donc, pour conclure cette séance, un petit peu comme M. Ménard et Mme Bouchard l'ont fait. Donc, je tiens à souhaiter de belles vacances à ceux et celles qui vont prendre des vacances prochainement. Moi, mon tour s'en vient aussi. Dans les prochains jours, je prendrai un petit temps de repos.
On a quand même plusieurs personnes qu'on va accueillir à Baie-Saint-Paul dans les prochaines semaines. M. Ménard en a parlé, le festif, tout ça. Donc, je crois que c'est d'être accueillant. Et c'est quand même une très belle fin de semaine là, pour les gens de Baie-Saint-Paul, pour les gens qui participent à l'événement aussi, et ceux et celles qui ne participent pas à l'événement, mais je pense qu'on le sait à l'avance. Donc, ça nous permet le temps là, de faire nos courses, de faire nos commissions là, avant que les plusieurs milliers de personnes là, fréquentent la ville arrivent. Et je vous dis, c'est ça, d'être prudent et ça va nous faire plaisir de vous revoir en août. Cependant, en août, la séance du conseil sera le 22 août. Ça ne sera pas le deuxième lundi du mois. Exceptionnellement, on a déplacé la séance dans le calendrier et c'est ça, pour permettre aussi là, une meilleure synchronisation là, avec les élus, les gens aussi là, qui travaillent à la ville avec les vacances, tout ça. Ça permet de rattraper quelques retards là, pour ceux qui sont au travail et sinon là, de permettre le retour là, à la réalité lorsque tout le monde revient. Donc, le 22 août à 19h, on sera présent. Sur ça, je vous souhaite une belle soirée, encore une fois. Un bel été. Merci. Je vais proposer la levée de l'Assemblée, si vous permettez. Madame Bouchard, et c'est secondé de M. Ménard.